Lena Harper franchit les grandes portes du tribunal avec une détermination évidente. Elle avait fait cela 1000 fois auparavant. Les colonnes de marbre imposantes, les sols polissants, et le bourdonnement tranquille de la loi en action lui étaient tous familiers. Cependant, aujourd'hui, il y avait une sensation indéfinissable dans son estomac, une étrange lourdeur qu'elle ne pouvait pas se débarrasser. Lena avait mené de nombreuses batailles dans sa carrière, certaines petites, d'autres monumentales, mais quelque chose à propos d'aujourd'hui semblait différent. Alors qu'elle passait le point de contrôle de sécurité, elle remarqua les regards des agents qui se fixaient sur elle. Ce n'étaient pas les visages amicaux et professionnels auxquels elle était habituée. Au contraire, ils semblaient plus froids. Il y avait un changement subtil dans leur attitude au moment où elle passait devant eux. Lena n'était pas naïve, elle savait qu'elle n'était pas leur personne préférée. En tant que défenseuse ouverte de la justice et de la réforme policière, elle avait dérangé beaucoup de gens. Mais ce n'était pas l'attention habituelle à laquelle elle était habituée. Il y avait quelque chose de plus sombre dans la manière dont ils la regardaient. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire a atteint. Elle balaya cette pensée et se concentra sur la tâche à accomplir. Elle était là pour représenter l'adolescent dont la vie avait été brisée par le système même qui était censé le protéger. Le procès de l'agent Craig Foster, qui avait été filmé en train d'attaquer violemment un jeune homme lors d'une manifestation, allait commencer. Lena n'allait pas seulement être avocate aujourd'hui, elle allait être la voix de ceux qui avaient été réduits au silence par la corruption du système judiciaire. Alors que Lena s'enfonçait plus profondément dans le tribunal, elle rencontra un agent de sécurité nommé Henry Crane. Grand, avec des épaules larges et un rictus permanent sur le visage, Crane était l'un des officiers les plus âgés du bâtiment. Il avait la réputation d'être dur et biaisé. Lena l'avait rencontré à quelques reprises auparavant, mais elle n'y avait jamais prêté attention. Aujourd'hui, cependant, quelque chose dans sa présence lui semblait menaçant. Sans avertissement, Crane se plaça devant elle alors qu'elle avançait dans le couloir. « Nous devons procéder à une vérification standard », dit-il d'un ton presque prédateur, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. Lena haussa un sourcil. « Je suis ici pour une audience, agent Crane. Je n'ai pas de temps à perdre. » Mais les yeux de l'agent se rétrécirent, et sans un mot de plus, il commença à la conduire dans un couloir étroit vers une petite pièce faiblement éclairée. Lena sentit l'inquiétude grandir dans sa poitrine, mais elle ne le montra pas. Elle avait assez d'expérience pour reconnaître quand elle était prise pour cible. Pourtant, elle n'allait pas se laisser faire. C'était juste une autre tactique pour la déstabiliser avant que la véritable bataille ne commence. Dans la petite pièce, l'air était lourd, et le seul bruit était le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus d'elle. Crane lui fit signe de s'asseoir sur une vieille chaise qui grinçait au centre de la pièce. Lena obéit, son esprit bouillonnant d'idées sur les stratégies pour le procès à venir. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Crane sortit une paire de tondeuses de son sac. « Il va falloir que tu perdes ça, marmonna-t-il, en désignant ses longs cheveux noirs. Nous devons nous assurer que tu ne caches rien. » Lena se figea un instant. Ce n'était pas la première fois qu'on lui imposait des procédures invasives dans un tribunal, mais cela semblait différent. Elle avait vu des femmes traitées avec un mépris dégradant dans le système, mais jamais cela n'avait été aussi direct, aussi ciblé. Elle pouvait sentir les poils de sa nuque se dresser. Le bruit des tondeuses remplissait la pièce alors qu'elle vibrait à travers ses cheveux, un rappel humiliant que le système même qu'elle combattait essayait d'effacer son identité. Mais Lena garda son calme. Elle ne réagit pas, même lorsque ses cheveux tombaient en touffes irrégulières autour d'elle. Au fond d'elle-même, un feu commençait à prendre. Ce n'était pas seulement une attaque contre son apparence, c'était un coup porté à sa dignité, à son professionnalisme. Et elle en avait fini de jouer selon leurs règles. Quand ce fut terminé, les longs cheveux de Lena avaient été réduits à une coupe courte et irrégulière. L'humiliation qu'elle ressentait était palpable, mais elle refusa de la laisser se voir. Elle se leva, lissa sa veste et sortit de la pièce la tête haute. Ce n'était pas la première fois qu'on la mettait à l'épreuve et ce ne serait certainement pas la dernière. La salle d'audience était remplie de murmures lorsque Lena rentra. Elle entra silencieusement, ses chaussures claquant sur le sol dur, son visage impassible. Dès qu'elle franchit la porte, tous les regards se tournèrent vers elle. Ils s'attendaient à voir le défendeur entrer, la femme qui était censée être au centre de ce procès, celle qui avait été humiliée et traînée dans cet endroit. Mais ce qu'ils virent était quelque chose de totalement différent. Lena Harper, avec ses cheveux courts et son expression de fer, ne ressemblait en rien à la femme qu'ils avaient imaginée. Pendant un bref moment, la salle sembla se figer, comme si tout le monde essayait de comprendre ce qu'il voyait. Lena n'était pas le défendeur. Elle était la juge. Elle avait réussi à passer inaperçue jusqu'à présent. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle, qui avaient essayé de la dégrader, la regardaient maintenant avec un mélange de confusion et d'appréhension.
Léna se dirigea vers le banc, sa posture droite, et prit place avec une autorité immédiate qui attira instantanément l'attention. Un silence se répandit dans la salle d'audience. Personne n'osa parler. Il n'y avait aucune reconnaissance, aucune compréhension de ce qui se passait devant eux. Léna n'était plus simplement une avocate, elle incarnait quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait manqué trop longtemps, la justice. Le marteau du juge frappa la surface en bois avec un bruit sec, et le son sembla résonner dans l'air silencieux. Léna s'éclaircit la gorge, prête à prendre la parole. La foule, toujours sous le choc, attendait qu'elle leur adresse la parole. « Je vais commencer, » dit-elle, sa voix calme et ferme. Son regard balaya la salle, des procureurs à l'équipe de défense, puis se posa sur l'agent au fond de la salle, Craig Foster, l'homme qui avait abusé de son pouvoir et brutalement attaqué un adolescent. Léna n'était pas ici pour suivre les règles du système. Elle ne laisserait pas la corruption dicter les termes de ce procès. C'était son moment de prendre le contrôle, de rappeler à tout le monde dans cette salle que la justice ne se résumait pas à du pouvoir, de la notoriété ou une position. C'était une question de vérité. Et la vérité régnerait dans cette salle d'audience aujourd'hui. Lorsque Léna appela son premier témoin, la tension dans l'air devint encore plus palpable. Elle n'allait pas laisser le système, ni les hommes qui pensaient le contrôler, l'intimider. Léna Harper avait déjà gagné la première bataille, la bataille pour sa propre dignité. Et maintenant, elle allait se battre pour tous ceux qui avaient été réduits au silence trop longtemps. La salle d'audience s'était installée dans un silence tendu lorsque Léna appela son premier témoin, un jeune homme nommé Chris Daniels, un témoin oculaire qui avait vu l'attaque brutale qui avait déclenché tout le procès. Son témoignage pourrait faire ou défaire l'affaire. Chris se dirigea vers le banc, visiblement nerveux, les mains tremblantes alors qu'il les posait sur le podium. C'était un homme calme, du genre à préférer rester en arrière-plan, mais son courage à parler devant autant de gens était incontestable. Léna lui offrit un petit signe de tête pour l'encourager alors qu'il prenait une profonde inspiration. Alors que Chris racontait les événements de cette nuit fatidique, ses mots étaient mesurés, prudents, mais teintés de la douleur de se souvenir de ce qu'il avait vu. Il parla de l'agent Craig Foster, utilisant une force excessive contre les manifestants, projetant un adolescent au sol sans provocation, le frappant à plusieurs reprises avec sa matraque. Léna écoutait attentivement, ses yeux ne quittant pas Chris alors qu'il parlait. Son témoignage était crucial, mais il y avait plus en jeu que les mots qu'il disait. Son courage donnait du poids aux accusations contre Foster. Il était clair que l'agent avait utilisé sa position pour terroriser et intimider. L'équipe de défense tenta immédiatement de le discréditer, affirmant que Chris était trop loin de la scène pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, mais Léna répliqua rapidement, rappelant au tribunal les images vidéo capturées, des preuves qui corroboreraient le récit de Chris. La salle se tut à nouveau alors que le poids du témoignage pénétrait l'atmosphère. La nervosité de Chris commença lentement à s'estomper alors que Léna lui demandait de rester ferme. Il avait fait ce qu'il devait faire. Sa vérité était sortie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Après la pause, l'atmosphère dans la salle d'audience avait changé. Les enjeux étaient plus élevés maintenant, et Léna se préparait pour son prochain mouvement. Il était temps de confronter le véritable ennemi dans la salle, l'agent Craig Foster. Il était resté silencieux tout au long du témoignage précédent, ses yeux durs et implacables, mais Léna savait qu'il était désormais temps de lui faire ressentir la gravité de ce qu'il avait fait. Elle se leva, son regard se croisant avec le sien, et l'appela à la barre. Foster se leva lentement, les épaules carrées comme s'il était toujours en contrôle. Son attitude arrogante n'avait pas faibli, mais Léna pouvait voir une pointe de malaise se glisser dans ses mouvements. Il savait ce qui allait arriver. Les questions de Léna étaient nettes, tranchant son arrogance comme une lame. Elle commença par les bases, la nuit de l'incident, l'utilisation excessive de la force, la violation flagrante du protocole. Mais c'est lorsqu'elle aborda le cœur du sujet, ses motivations, son traitement des civils, qu'elle aperçut une fissure dans son armure. Foster tenta de défendre ses actions, affirmant que les manifestants étaient violents et représentaient une menace pour la sécurité publique. Il prétendit que ces actions étaient nécessaires pour maintenir l'ordre. Mais Léna ne le croyait pas. Elle insista, lui demandant des détails sur ses antécédents de plainte, les nombreuses instances de brutalité qui avaient été enterrées ou ignorées par le département. Elle vit sa façade commencer à se fissurer. Ses réponses devenaient plus défensives, moins sûres. Ses yeux cherchaient du soutien dans la salle, mais il n'en trouva aucun. Le silence dans la pièce s'intensifia, et pour la première fois, Foster sembla incertain. Les preuves, les témoignages, les questions, tout pointait dans la même direction, et il le savait. La voix de Léna se renforça lorsqu'elle lui posa une question simple, mais accablante. Pensez-vous que la loi devrait protéger tout le monde de manière égale, ou croyez-vous que certaines vies sont sacrifiables? Foster hésita. Un instant, la salle retint son souffle, comme si la vérité était juste là, devant lui. Mais au lieu de répondre, il se tortilla dans son siège,
incapable d'admettre la vérité qui le fixait en face. C'était une petite victoire, mais suffisante. Lena avait réussi à briser son extérieur confiant, et le doute avait été semé. La salle n'était plus seulement un espace pour des arguments juridiques, c'était un champ de bataille pour la justice, et Lena venait de remporter la première manche. Les lumières de la salle d'audience semblaient plus dures alors que le témoin suivant était appelé Mary Aldridge, une greffière retraitée qui avait travaillé dans le même bâtiment où les événements avaient commencé. Femme dans la soixantaine au tempérament calme, Mary portait avec elle des années d'observation silencieuse et de culpabilité discrète. Alors qu'elle se dirigeait vers la barre, Lena sentit une vague d'anticipation se répandre dans la galerie. Mary s'était portée volontaire, un geste rare dans un système où le silence était souvent synonyme de survie. L'équipe de Lena l'avait retrouvée quelques semaines plus tôt, vivant une vie tranquille loin de la ville, enfin prête à dire la vérité. Mary commença lentement, sa voix douce, presque hésitante. Elle parla de formulaires mystérieusement disparus, de plaintes refaites encore et encore pour être accidentellement perdues. Elle se souvint d'un incident spécifique où elle avait vu Foster parler de manière menaçante à une femme qui avait tenté de déposer une plainte contre lui. La femme était partie en larmes. Cette plainte n'avait jamais été intégrée dans le système. Mais ce qui fit soudainement silence dans la salle, ce fut la révélation suivante de Mary. Un dossier scellé intitulé « Interne inexploitable », contenant des dizaines de plaintes manuscrites concernant Foster. Des plaintes de femmes, principalement des femmes de couleur. Des plaintes qui avaient été traitées par un haut fonctionnaire du tribunal, le même homme qui avait autrefois été le mentor de Lena au début de sa carrière. Le juge Warren Lyle. Il y eut un moment de silence total. Pour Lena, c'était un mélange de trahison et de validation. Lyle lui avait toujours enseigné l'honneur et la retenue. Mais maintenant, il semblait qu'il avait aussi joué un rôle central dans la dissimulation d'années de mauvaise conduite. Mary regarda Lena directement dans les yeux. « J'aurais dû parler plus tôt. »« Je suis désolée, » dit-elle, la voix brisée. Lena hocha légèrement la tête. L'excuse n'était pas seulement personnelle, elle était historique. Ce procès était devenu bien plus que la somme de ses parties. Il mettait maintenant à jour la pourriture enfouie sous des décennies de silence. Lena ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa des heures à revoir des documents, des témoignages, et les plaintes scellées que Mary avait pu emporter avant sa retraite. Le poids de la corruption du système pesait sur elle, c'était plus profond et plus intentionnel qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Les nouvelles avaient circulé. Les journalistes remplissaient la galerie. Les leaders communautaires prenaient place aux côtés des citoyens ordinaires. La présence de Lena et le courage de ses témoins avaient transformé un procès tranquille en un affrontement national. Mais la session de ce jour-là était différente. Lena n'appelait pas seulement des témoins. Elle convoquait l'homme qui s'était caché derrière des décennies de prestige, le juge Warren Lyle. Et la salle tomba dans un silence stupéfié lorsqu'on annonça son nom. Lyle, désormais en semi-retraite, entra avec une dignité réticente. Il semblait plus vieux que Lena ne se souvenait. Lorsqu'il prit place à la barre, le cœur de Lena battait fort. Il ne s'agissait plus de prouver la culpabilité de Foster, il s'agissait de montrer l'architecture de la complicité. Lena commença avec professionnalisme, mais ses questions étaient tranchantes comme des rasoirs. Avait-il vu les plaintes? Pourquoi avait-il scellé le dossier? Était-il au courant qu'une des plaignantes avait mis fin à ses jours après avoir été ignorée? Lyle tenta de se défendre. Il parla de retard, de manque de ressources et de discrétion. Mais sa voix tremblait. La salle d'audience n'y croyait pas. Il n'avait pas seulement ignoré les victimes, il les avait aidées à les enterrer. Et puis Lena posa la question qui fit basculer les choses. Juge Lyle, croyez-vous que le silence face aux abus est de la justice? Il hésita trop longtemps. Sa réponse fut faible. J'ai fait ce que je pensais être juste pour l'institution. Lena le fixa. Alors, c'est l'institution qui doit répondre. C'était le moment qui brisa l'illusion. La salle d'audience, les robes, les titres, rien ne pouvait plus masquer la vérité. Ce n'était pas juste un cas d'un homme abusant de son pouvoir. C'était une question de comment tous ceux qui l'entouraient l'avaient aidé à s'en sortir. Lorsque Lyle quitta la barre, plus personne dans la salle ne regarda le tribunal de la même manière. Lorsque le juge Warren Lyle quitta la salle d'audience, les épaules affaissées, les yeux évitant le contact, le silence était assourdissant. C'était le silence d'une pièce qui venait de voir un pilier du pouvoir s'effondrer en temps réel. Lena resta assise, les yeux fixés sur la chaise vide des témoins. Pendant des années, Lyle avait été présenté comme un parangon d'intégrité. Sa chute n'était pas seulement un scandale, c'était un symbole. Un avertissement pour ceux qui croyaient que l'héritage pouvait les protéger des conséquences. Mais Lena savait que la partie la plus critique du procès était encore à venir, confronter directement l'officier Mason Foster. Avant cela, elle présenta le révérend Jordan Wells,
un leader communautaire bien connu qui avait recueilli discrètement des histoires de femmes trop effrayées pour se manifester publiquement. En tant qu'homme de foi et de responsabilité, Wells avait passé des années à documenter des plaintes informelles, lettres manuscrites, messages textes, enregistrements vocaux anonymes, toutes provenant de femmes qui craignaient des représailles si elles déposaient des plaintes officielles. Il monta à la barre avec une autorité tranquille. Jordan commença à lire des extraits sélectionnés des messages, il m'a dit que personne ne me croirait. Je suis allé au tribunal pour protection, pas pour humiliation. Il a coupé ma tresse et a ri. Chacune de ces lettres semblait être une blessure qui se rouvrait. Une des lettres était signée seulement des initiales SH. Lena les reconnut instantanément, Selina Harris, une jeune femme disparue des radars publics il y a 2 ans après avoir tenté de poursuivre la ville. Son affaire avait été rejetée pour manque de preuves corroborantes. Le révérend Wells termina en déclarant « Ces femmes ont cessé de croire en la justice. C'est pourquoi nous sommes ici pour les faire croire à nouveau. » Le jury semblait visiblement perturbé. Les actions de Foster ne pouvaient plus être réduites à des incidents isolés ou mal compris. L'ampleur des dégâts était incontestable. Ce n'était plus un simple procès, c'était un réquisitoire. Cette nuit-là, Lena reçut une enveloppe remise à la main à son bureau. À l'intérieur, une photo et une séquence de vidéosurveillance en noir et blanc, granuleuse. Elle montrait Foster, seul dans le sous-sol du tribunal, traînant un sac poubelle. L'horodatage correspondait au jour où la plainte de Selina Harris avait mystérieusement été retirée. Il n'y avait aucun doute, il avait détruit des preuves. Pour Lena, le prochain chapitre ne serait plus une question de persuasion. Lena avait une expression impénétrable. Mais à l'intérieur, elle était de l'acier enroulé. Foster était assis avec une posture confiante, mais Lena pouvait voir une pointe de défense dans ses yeux. Il savait qu'il était exposé. Ses avocats avaient demandé de retarder son témoignage, mais Lena avait insisté pour qu'il avance. Le public regardait désormais. Elle commença lentement. Elle posa des questions sur ses procédures opératoires standards lors du traitement des détenues féminines. Elle demanda s'il tenait compte des sensibilités culturelles ou religieuses lorsqu'il coupait les cheveux de quelqu'un ou lorsqu'il les déshabillait publiquement. Il donna des réponses froides, mécaniques. Puis, elle posa la photo sur le projecteur de preuve, l'image granuleuse de lui traînant le sac. La salle retint son souffle. « Est-ce vous, l'agent Foster ?» Il hésita juste une seconde de trop. « Il semblerait que ce soit moi. » « Et qui avait-il dans le sac ?»« Je ne me souviens pas, marmonna-t-il. » Lena s'approcha. Sa voix ne monta jamais, mais elle coupait comme un scalpel. « Vous ne vous souvenez pas d'avoir jeté la dernière défense d'une femme contre vous ? Vous ne vous souvenez pas avoir réduit au silence une victime avec vos mains nues, non seulement par la violence, mais par l'effacement procédural ?» Il se tortilla dans son siège. Puis vint le point de bascule. Lena lut un extrait d'une déclaration de Selina Harris avant sa disparition. « Il m'a fait sentir que je n'étais même pas humaine. » J'ai crié, et personne n'est venu. La salle d'audience trembla. Des gens pleuraient silencieusement. Même les membres du jury semblaient secoués. Foster craqua. Sous le contre-interrogatoire, il admit avoir maltraité des détenus. Il admit avoir perdu le contrôle lors d'une arrestation. Il admit qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un comme Selina Harris serait cru. « Mais vous saviez exactement qui était Lena Brooks, n'est-ce pas ?» demanda Lena en se penchant. « Et vous l'avez fait quand même. Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Le silence fut sa dernière défense. Mais il était trop tard. La salle avait déjà entendu tout ce qu'il fallait. Lena le regarda une dernière fois, non pas avec de la haine, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur. De la pitié. La machine qu'il avait autrefois protégée se désintégrait morceau par morceau, et maintenant, même lui pouvait le voir. Le jour suivant le témoignage de Mason Foster, le tribunal n'était plus simplement un bâtiment. Il était devenu un symbole. Dehors, des centaines de personnes s'étaient rassemblées non pas dans la colère, mais dans quelque chose de bien plus dangereux pour le statu quo, l'unité. Lena se tenait à la fenêtre de son bureau, au 6e étage, observant les membres du clergé, les étudiants, les survivants et les anciens officiers qui se tenaient côte à côte, tenant des bougies. Certains portaient des pancartes. « Nous la croyons, la justice, c'est la responsabilité, et simplement, Lena. » Mais à l'intérieur du tribunal, la pression montait. L'équipe juridique de Foster déposa une motion pour déclarer un procès nul, évoquant manipulation émotionnelle et exposition préjudiciable. Ils accusaient Lena d'inciter le sentiment public, d'utiliser des traumatismes personnels comme une arme. Ils la sous-estimaient. Au lieu de se défendre, Lena fit quelque chose de radical, elle accepta un examen spécial. Elle remit ses dossiers, ses communications, même ses propres notes privées. Elle dit au comité de surveillance judiciaire du Sénat que la transparence ne devrait jamais sembler être une menace,
à moins qu'il n'y ait quelque chose à cacher. L'examen dura seulement 48 heures. Ils ne trouvèrent aucune inconduite, mais ils découvrirent autre chose, une collusion entre le représentant syndical de Foster et le juge Lyle, visant à étouffer les plaintes internes pendant près de 10 ans. Lorsque l'information éclata, Lena ne célébra pas. Elle se rendit à la salle des archives. S'assit à son bureau. Ouvrit un dossier étiqueté « Plaintes archivées inactifs ». Il contenait 287 affaires non ouvertes. Elle copia silencieusement chacune d'elles. Ce n'était pas fini. Pas encore. Le dernier jour du procès commença sous la pluie. Pas un déluge et une bruine lente et implacable qui imprégnait les manteaux et les parapluies alors que les gens se rassemblaient à nouveau devant le tribunal. Lena arriva tôt, son manteau humide, ses cheveux tirés en arrière. Elle n'apportait ni discours, ni conseiller en communication, ni entourage. Dans la salle d'audience, l'énergie était palpable. Lorsque le jury revint, il n'y eut ni regard furtif, ni murmure. Juste une gravité silencieuse. La présidente du jury se leva. Nous, le jury, déclarons l'accusé, l'agent Mason Foster, coupable de toutes les accusations, abus de pouvoir, destruction de preuves, obstruction à la justice et violation des droits civiques. La salle n'explosa pas. Elle expira. Foster resta immobile. Son avocat se pencha vers lui, mais il ne réagit pas. Comme si le poids de la vérité avait enfin écrasé l'illusion à laquelle il s'accrochait encore. Mais Lena n'avait pas fini. Lorsque la sentence fut prononcée, 12 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, elle demanda la permission de s'adresser à la cour. Elle l'obtint. Elle s'avança, la voix calme. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Ce n'est pas une affaire d'un tribunal. C'était un miroir. Et ce que nous y avons vu, c'était laid. Nous pouvons choisir de détourner le regard à nouveau, ou nous pouvons commencer à reconstruire quelque chose qui mérite d'être digne de confiance. Je choisis la seconde option. Elle sortit avant que l'applaudissement ne puisse suivre. Dehors, la foule se sépara lorsqu'elle descendit les marches. Une petite fille, peut-être 9 ou 10 ans, s'avança, tenant une note pliée. Lena l'ouvrit plus tard dans son bureau. Elle disait « Je veux être courageuse comme toi ». Cette nuit-là, Lena ne célébra pas. Elle commença à écrire des lettres au département de la justice, aux commissions de surveillance de l'État, aux survivants. Pas en tant que juge, mais en tant que citoyenne. Le système avait parlé. Mais elle continuerait à parler parce que la véritable justice, elle le savait maintenant, n'était pas simplement un verdict. C'était un choix que l'on faisait chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.